TF1 20h avec Roger Gicquel. Jeux Olympiques, la flamme vacille. Après la décision du comité olympique américain de ne pas aller à Moscou, les athlètes français plutôt démoralisés. Le président américain ayant dit un non définitif aux Jeux Olympiques de Moscou, ceux-ci sont pratiquement compromis à 90%. Si, Roger Gicquel, les Jeux auront lieu. Les Jeux Olympiques ont été sauvés par un grand mouvement d'opinion, par un mouvement mondial, et particulièrement grâce à la lutte des sportifs. Si trop souvent ils ne sont pas consultés, si très souvent les décisions de boycott ont été prises en se passant de leurs avis, les sportifs sont pourtant les premiers concernés. Nous allons donc ouvrir en donnant la parole à l'un des leurs. Thierry Dubois, vous êtes un athlète de haut niveau. Dites-nous pourquoi les athlètes se sont-ils battus? Que représentent pour eux, pour vous, les Jeux Olympiques? La naissance du mouvement des sportifs de haute performance, son origine a été l'agression faite contre les Jeux Olympiques. Agression d'autant plus grave qu'elle remet en cause non seulement les Jeux de Moscou, mais les Jeux Olympiques dans l'avenir et du sport international. Elle remet en cause même le sport en général tout court. Je dois dire que c'est une agression qui vient de très loin. Hein. Oui. Depuis des années, on sentait peser cette menace sur les Jeux. Mais cette année, elle est particulièrement grave. Ouais. À ce jour, le collectif des sportifs de haut niveau a reçu et reçoit encore le soutien de centaines de personnalités, artistes, intellectuels, associations, clubs, a reçu aussi le soutien de centaines de milliers de personnes anonymes. Toutes ces personnes, nous le pensons, croient en la paix par le sport. Pour reprendre une formule très à la mode, participer aux Jeux Olympiques pour cautionner le sport. C'est très bien. Je crois que lorsqu'on parle Jeux Olympiques, on parle aussi relations humaines. J'ai aussi une expérience des Jeux Olympiques. Je crois que le niveau de relation, là, on peut le dire, est un très haut niveau. Les relations humaines sur le terrain, comme je suis décathlonien, nous restons, nous les sportifs, 48 heures sur un stade, dans un combat très fraternel. Et on parle de combat fraternel, parlons donc de la qualité de ces compétitions, qualité des Jeux Olympiques, au niveau des résultats, des exploits. Je crois que ces Jeux Olympiques seront des Jeux historiques et qu'il y aura de très très grandes performances. Je crois que les records qui tombent actuellement le prouvent et je pense que vous et moi, on doit souhaiter aussi une participation de la France très importante et notamment, je le souligne au passage, de nos basketteurs. C'est bien votre avis, je suppose. Très exactement, et je suis pour la participation des basketteurs à ces Jeux Olympiques. Merci Thierry Dubois. Je dois dire que pour revenir sur ce que vous venez de signaler tout à l'heure, à savoir que le comité d'athlètes a reçu le soutien de centaines de personnalités, de milliers, de quelques dizaines de milliers de personnes de notre pays, je crois qu'il est intéressant maintenant de jeter un coup d'œil sur ce qu'a donné la presse, sur les échos que nous avons eus dans la presse à propos des Jeux Olympiques. Après le boycott des Jeux Olympiques par Carter, que va faire la France? Le gouvernement français reste théoriquement neutre, mais regardez ces titres de journaux, un large consensus de la presse écrite, de Hersant à Perdriel, de la télévision et de la radio, s'établit pour déchaîner une campagne destinée à discréditer la tenue des Jeux en URSS. Ils font pression sur les sportifs français et l'opinion publique pour que la France s'aligne sur les positions de Schmidt-Carter. Charles Fitterman, malgré cette campagne de presse partisane en faveur du boycott, campagne violente, souvent mensongère et caricaturale du sportif de haut niveau, 85 pays ont répondu oui aux Jeux de Moscou. On peut donc dire, je suppose, que nous aurons de vrais Jeux Olympiques. Oui, on les a eus, les boycotteurs. Et nous, communistes, nous nous en félicitons. Nous sommes, je dirais, des inconditionnels des Jeux Olympiques. Et ceci tout simplement parce que les Jeux Olympiques sont une formidable manifestation en faveur de l'épanouissement des qualités humaines de l'individu, en faveur de l'amitié, en faveur de la paix, comme on a dit tout à l'heure. Par conséquent, ils sont positifs en eux-mêmes et ne doivent être conditionnés par rien d'autre qui leur soit extérieur. Voilà pourquoi ces pressions exercées à l'initiative de M. Carter et de M. Schmitt également sont absolument intolérables, absolument inacceptables. Surtout, je n'hésite pas à le dire, venant de gens, de dirigeants qui ont sur la conscience et quelquefois sur les mains
le sang de dizaines de peuples à qui on a fait la guerre, et notamment les guerres coloniales, que l'on maintient sous des régimes d'exploitation et d'oppression. Voilà aussi pourquoi les sportifs français, je le dis, et ceux qui les ont soutenus, peuvent être fiers d'avoir contribué à sauver les Jeux et d'avoir fait que la France y participe. Mais j'ajoute que, naturellement, il faut que ça soit une participation à part entière, sans chipotage, sans que M. Soisson impose des critères de sélection tels que l'on aboutisse à ce que j'avais appelé à l'automne dernier un boycott rampant. Ce serait indigne de la France. Très bien. Charles Fitterman, pour le Parti communiste français, quels sont les poids, si j'ose dire, les valeurs respectives des médailles olympiques et du sport de masse? Oh, c'est un vieux débat. Il ne faut pas être schématique. Il ne faut surtout pas opposer sport de masse et sport de haut niveau. Ils sont complémentaires. Le sport de haut niveau puise ses sources dans le développement d'un sport de masse large, important. Et à l'inverse, le sport de masse est impulsé, dynamisé, si je peux dire, par les performances. Quand on a un champion dans une spécialité, Roland Passeval, on le sait bien, immédiatement, il y a des jeunes, des gens qui s'inscrivent, et ça se développe. Par conséquent, il faut faire des efforts pour le sport de masse et des efforts spécifiques, parce que ce ne sont pas les mêmes, pour développer le sport de haut niveau. Voilà ma position. Absolument. Je crois aussi que l'on peut faire un constat. Je crois que le constat est net, à savoir qu'il paraît évident que sport et politique sont étroitement liés. Évidemment, ils sont liés. Seulement, il ne faut pas confondre deux choses différentes. Il ne faut pas faire du sport un instrument et des sportifs des otages d'une politique donnée. Il ne faut pas les mettre étroitement au service d'objectifs partisans, parce que le sport est une activité humaine qui a sa propre fin en elle-même. Je dirais, elle contribue, je l'ai dit, au développement de l'individu. Mais à l'inverse, alors, il est évident que le développement du sport dépend d'une politique. Et il lui est lié. Autrement dit, moi je serais tenté de dire, il ne faut pas mettre le sport au service de la politique, mais la politique au service du sport. Quand l'État dépense 100 francs, il n'y a même pas 1 franc pour les activités physiques. Par contre, avec la TVA que les sportifs paient sur les articles de sport, l'État gagne sur le sport plus qu'il ne dépense. Selon un sondage récent de l'IFOP, réalisé pour le compte du ministère, 74% des personnes interrogées se prononcent pour une augmentation sensible du budget de l'État consacré au sport. Ce même sondage montre que 72% des enfants voudraient faire plus de sport à l'école. Qui actuellement pratique un sport régulièrement? Sur 100 personnes, on relève 45 cadres supérieurs et professions libérales, et on ne compte que 18 ouvriers. Parmi ceux qui n'en pratiquent jamais, les pourcentages sont complètement inversés, soit 48 ouvriers et 22 cadres supérieurs et professions libérales. 64% de femmes hors de la pratique sportive. Annick Davis, voilà encore un constat révélateur d'une pauvreté politique. Oui, en sport, en gros, les femmes sont encore 2 fois moins nombreuses que les hommes. Alors, pour une série de raisons culturelles, sociales, historiques d'abord, qui tiennent à l'image et au rôle social mineur qui ont marqué la condition des femmes jusqu'à aujourd'hui. Dans leur élan d'émancipation qui est d'actualité, les femmes bousculent cette image et c'est une excellente chose, y compris pour la pratique sportive. La télévision peut d'ailleurs jouer un rôle important en nous montrant, par exemple, un peu plus souvent les images des femmes qui sont sportives et qui ont une pratique et en nous les montrant dans leur diversité. Et par exemple, aux Jeux Olympiques, ce sera un grand moment avec de très grandes performances féminines et qu'il faudra montrer aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. Mais à part cet aspect image, il y a d'autres obstacles, en particulier le manque de temps. Alors cette exigence du temps de vivre, une vraie vie où l'activité physique est toute sa place, c'est aussi celle des hommes, bien sûr. Mais vous savez, tout ce qui rend la vie difficile pour les gens, c'est un obstacle encore plus insurmontable pour les femmes. Et il faut penser à la double journée de travail, au poids des tâches familiales, du travail ménager, au travail déqualifié dans l'activité professionnelle. Cela constitue des obstacles souvent insurmontables, notamment pour les ouvrières. Malgré tous ces obstacles, aujourd'hui, des femmes, comme les hommes, aspirent en nombre plus grand à avoir une activité physique, et cela tout au long de leur vie. Je crois que c'est une donnée nouvelle avec laquelle le mouvement sportif va devoir compter. Ces préoccupations dont vient de faire état Annick Davis, je suppose que vous aussi, Gilbert Ridou, en tant que président de club, vous avez, disons, les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Absolument. Les chiffres qu'Annick Davis a donnés sont confirmés dans nos effectifs. 1 tiers de femmes à peu près. Et
également, il faut le dire, à peine plus de 51% d'ouvriers et d'employés, alors que ces catégories représentent plus de 75% de la population de notre ville. Les femmes, les travailleurs des couches les plus en difficulté sont les premiers exclus de la pratique sportive. Autre grande question pour le mouvement sportif, c'est l'insuffisance des moyens. En 1978, pour vivre, mon club a utilisé 2 500 000 francs, dont plus de 98% provenaient soit du conseil municipal, soit de la poche des adhérents. Et cette même année 1978, alors que le gouvernement, le ministère de la Jeunesse et des Sports ne nous a absolument rien donné, nous avons en taxes diverses reversé 240 000 francs au trésor public. Enfin, le problème de l'encadrement est une des grandes questions. La vie d'un club, c'est une corde tendue qui à tout moment peut se rompre. Et les conditions générales de vie, le temps qui se réduit, l'agressivité que génère cette société, le manque de valorisation du dévouement aux autres sont des obstacles au recrutement de l'encadrement bénévole, sans lequel le mouvement sportif, les clubs sportifs, ne pourraient pas continuer d'exister. Enfin, dernière préoccupation qui est la nôtre, c'est celle du rôle que des clubs comme le nôtre peuvent jouer. De plus en plus, nous avons la certitude de nous substituer à ce qui n'est pas fait ailleurs, et alors que cela n'est ni notre vocation et que nous n'avons pas les compétences, de plus en plus, nous constatons que nous sommes amenés à pallier les carences du système éducatif. Et oui, puisque l'école n'a pas les moyens de jouer son rôle, alors que tout le monde reconnaît que c'est à l'école qu'il faut donner à tous les enfants et à tous les adolescents une bonne éducation physique, une véritable éducation physique, le gouvernement refuse ces moyens. Il refuse d'ailleurs même de rattacher l'éducation physique au ministère de l'Éducation. Alors à l'école élémentaire, chacun le sait, et les instituteurs le disent, leur formation ne leur permet pas de bien enseigner l'éducation physique. Dans les lycées, dans les collèges, tous les sondages le confirment, il n'y a pas assez d'éducation physique. La place, les horaires de cette discipline sont insuffisants et le sport scolaire a besoin de retrouver l'ensemble des moyens dont le plan Soissons, tristement célèbre, l'a privé. Ce qu'il faut, c'est tout simple. Il y a 2500 jeunes gens et jeunes filles cette année qui veulent devenir professeurs de PS. Eh bien, il faut les recruter, il faut leur donner un poste à la rentrée, et puis, évidemment, il faut aussi que l'État finance des installations sportives convenables qui permettent de donner dans le système scolaire une bonne éducation physique. Mais quand on considère l'importance qu'ont cette éducation physique des enfants et des adolescents pour leur vie d'adulte, on pense tout de suite qu'on ne peut pas accepter que cette discipline soit sacrifiée, qu'il faut effectivement lui donner les moyens nécessaires. Les sportifs le savent bien, sur le terrain, dans la piscine, il faut lutter pour gagner. Eh bien, il faut aussi lutter pour faire du sport. Et cela nécessite, bien sûr, un effort personnel, mais qui reçoit sa récompense. Il faut aussi lutter pour obtenir les moyens d'exercer cette activité sportive. Et cela est particulièrement nécessaire en ce moment, car nous avons en France, il faut le dire, une politique gouvernementale absolument désastreuse, qui refuse au sport les moyens de son développement. Je dirais presque qu'elle est au-dessous de tout, cette politique, et en particulier en matière de sport scolaire, où il y a un très grand effort à faire. Je veux dire que notre parti, le Parti communiste français, prépare dans ce domaine de nouvelles propositions. Nous sommes décidés, d'une manière générale, à accorder au sport une attention de plus en plus soutenue, à lutter avec tous ceux qui sont concernés, sans aucun esprit de boutique, sans esprit partisan, pour faire en sorte que la France devienne cette nation sportive qu'elle peut être. Oui, le sport, c'est une grande question nationale, c'est une grande question de notre temps.